nombre ne baisse pas, malgré le travail qui est fait par les pouvoirs publics, les associations comme noustoutes.org et d'autres, ainsi que les médias. En 2021, 122 femmes aussi avaient été tuées par leur compagnon ou leur ex, et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'une d'elles, en espérant apporter une toute petite pierre à l'édifice de la justice et de la mémoire que nous leur devons. Elle s'appelait Sofia Rodejko. On vous raconte aujourd'hui son histoire. Et je précise que sa famille nous a donné l'autorisation de diffuser sa voix. Un récit de Pierre Ballet. Je suis Philippe Pro, le beau-père de Sofia Rodejko, qui a été assassinée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021 dans son appartement de Pau par un pervers narcissique, Christophe Bernadet, cadre hiérarchique chez EDF dans le Tarn et Garonne. Donc Sofia est née le 27 juillet 1987 en Russie. Elle est orpheline à 6 ans. J'ai rencontré sa maman lors d'un colloque. Une relation est née. On avait décidé à un moment donné qu'elle puisse venir s'installer avec moi en France, accompagnée de Sofia. Donc Sofia, elle a 6 ans. Elle arrive en France. Elle ne connaît pas le monde français, si ce n'est bonjour. Nous l'inscrivons dans un lycée, donc en première. Elle suivra également en parallèle des études pour améliorer son français. Et au bout d'un an, donc, elle est acceptée pour passer en terminale. Elle passera son bac avec succès. Et elle a poursuivi ses études, mais là des études supérieures sur Bordeaux, aux Beaux-Arts. Après quoi, sachant que nous étions sur Pau, elle nous a rejoints là-bas. Et le directeur de la CCI de Pau lui propose un poste au niveau de l'ESC, l'École supérieure de commerce de Pau, qui est à la limite de la faillite. Et il est envisagé de fermer l'école. Donc elle redresse très sensiblement le niveau financier de l'école et l'aura de l'école. Donc pour résumer notre Sofia, nous en 2 mots, c'était brillante, intellectuelle et généreuse. Je suis Laura Clément, une amie de Sofia que j'ai rencontrée en 2015 dans le cadre du travail. Et on a tout de suite accroché et c'est devenu une très bonne amie. Voilà, on partageait globalement tout, ou en tout cas ce que je pensais peut-être être tout à l'époque. Mais elle a rencontré Christophe au moment où elle cherchait un appartement à Pau. Et Christophe s'avérait être le vendeur de l'appartement qu'elle va racheter. Donc elle a compris que Christophe lui faisait des avances et visiblement Christophe avait eu son petit effet auprès d'elle. Il envoyait des bouquets de fleurs assez régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui la touchait. Ils ont commencé à échanger à distance dans un premier temps, puisque lui travaillait pour EDF à Agen, et c'était lui qui principalement se déplaçait à Pau pour la voir. Donc la relation se passait assez bien, elle en était très heureuse. Elle avait l'impression d'avoir trouvé, je pense, l'équilibre qu'il lui fallait. Et puis bon, très vite, elle en a eu marre du distanciel, hein. Étant très engagée dans la relation, elle a fait cette démarche auprès de lui d'aller vivre à Agen avec lui. Entre-temps, elle avait quitté son emploi, elle n'avait plus d'engagement professionnel. Et voilà, donc elle s'était dit, c'est un temps pour moi de faire un break, on va dire. Et donc elle part s'installer à Agen avec lui. Christophe s'était présenté à elle comme un homme divorcé et papa de 2 filles qui à l'époque avaient entre 8 et 12 ans. Mais elle savait que l'ex-femme de Christophe habitait également à Agen avec les 2 filles. Et régulièrement, le soir, il rentrait très tard. Voilà, elle n'avait pas d'explication, lui n'en avait pas plus à donner. C'était quelqu'un d'assez taciturne qui parlait peu. Et donc elle ne savait pas ce qu'il faisait le soir quand il rentrait excessivement tard, ce qui ne semblait pas lié à son travail. Et bon, elle a compris qu'il passait régulièrement voir son ex-femme pour voir ses filles.
situation qu'elle a acceptée parce que c'est vrai que Sophia, c'était une personne qui composait avec beaucoup de contraintes. Donc elle avait cette capacité-là à absorber et à se dire bon, c'est pour la paix des ménages et le bien-être de tout le monde, donc je suis prête à accepter. Mais ça a été, je dirais, la première ombre au tableau parce que elle a senti qu'il y avait eu des mensonges et des non-dits et ça, elle l'a pas apprécié. Et donc très vite, elle s'est sentie très isolée à Agen, elle s'est pas sentie bien dans son appartement, assez insalubre et en tout cas très petit, pas du tout fonctionnel, qui était pas agréable. Et très vite, elle en a eu marre parce qu'elle sentait pas d'engagement réel de sa part. Donc elle est repartie vivre à Pau, en lui mettant un petit ultimatum, en lui disant moi si tu veux continuer avec moi, il va falloir qu'on officialise. Je veux que tu m'épouses. Bon, il a eu l'air d'acquiescer. Je sais qu'ils sont partis en Russie. L'idée étant qu'elle présente Christophe à sa grand-mère, qui est la famille qui lui reste sur place. Et monsieur sort le grand jeu puisqu'il la demande en mariage devant la grand-mère. Donc Sophia ravie, puisque c'est ce qu'elle attendait de lui pour enfin officialiser. Et quelques jours, voire quelques semaines après, il lui fait comprendre que non, en fait, il a fait ça pour sécuriser un peu sa grand-mère, qui semblait dans l'attente de tout ça, mais que lui, c'était pas dans ses projets. En tout cas, que ça aurait pas, ça se passerait pas là dans les mois ou dans peut-être même les années à venir. Donc là, grosse douche froide. Ils se sont de nouveau séparés. C'était encore une fois à distance. Lui continuait d'être à Agen, etc. Et là, Sophia lui a dit de nouveau, moi j'en ai marre du distanciel, je vais avoir 35 ans, enfin il y a un moment c'est plus possible, donc il faut faire quelque chose. Donc si c'est pas le mariage, il faut qu'on soit ensemble. Et donc il a senti qu'il pouvait la perdre. Et bon, il a essayé de reprendre un peu le lead, et ils ont donc pris une location à Arcachon. Donc je suis venue à Arcachon. Bon là c'était pas le grand luxe, sincèrement, mais bon Sophia elle avait toujours tendance à se contenter de peu aussi. Elle était une personne assez solaire et assez optimiste, donc elle regardait toujours la vie du bon côté. Mais voilà, rien de particulièrement confortable je dirais. Et donc bon, encore une fois, elle se heurtait à un Christophe mutique, solitaire, il n'a pas de loisirs. Et il y a eu quand même un changement à Arcachon, puisqu'en fait, elle a appris qu'effectivement, donc, l'ex-femme qui devait être l'ex-femme n'était pas l'ex-femme, mais bien la femme, puisqu'ils n'avaient toujours pas divorcé. Donc ça a fait tout de suite tilt sur plein d'autres problématiques qu'ils avaient eu à aborder ensemble. C'est qu'elle comprenait maintenant pourquoi il n'avait pas pu acheter de logement, pourquoi il ne s'était pas marié avec elle. Donc là, ça a été, je pense, la plus grosse douche froide possible. Et finalement, malgré tout ça, elle était prête à assumer encore une fois et à se dire bon tant pis. De toute façon, visiblement, ça dure depuis le début, donc je m'en suis bien accommodée. Donc moi, j'ai pas compris, je lui ai dit écoute, je comprends pas, enfin pour moi, ce gars, c'est pas bon. Puis toi-même, t'as pas l'air très épanouie. Mais Sophia avait toujours des bonnes excuses. Il a un travail prenant, mais à la fois il s'occupe bien de moi, j'ai une certaine sécurité affective, matérielle avec lui, etc. Et j'étais là, ouais, enfin ça fait pas tout. Je veux dire, si finalement t'es la maîtresse dans ce trio-là, c'est même pas acceptable. Enfin bon, bref, il y avait quand même une emprise un peu psychologique, mais indépendamment de ça, je pense qu'au fond d'elle, elle l'aimait. Et donc il y a eu à nouveau des projets d'achat immobilier pour s'ancrer à Arcachon, parce que alors pour le coup elle s'y sentait très bien. Mais là encore, beaucoup d'excuses. Non, je peux pas acheter, c'est pas le moment. Alors que quelques jours avant, il lui disait, moi, je peux mettre 1 million sur la table et acheter une maison. Enfin, c'était, il soufflait le chaud et le froid systématiquement. Et elle en souffrait. Coucou ma belle, je profite du fait que Christophe est au téléphone pour parler tranquillement. Tu sais, la baraque qu'on a visitée. J'ai fait mes tours de magie et j'ai baissé la baraque de 150 000. Et tu sais que mon monsieur, elle a dit, non, c'est trop cher, ça passera pas. J'ai dit que j'en ai ras-le-bol de vivre dans les illusions, je veux revenir à Pau, voilà. Je veux être entourée des gens que j'aime, je veux être chez moi et je me sens bien là-bas aussi. Donc tu feras des allers-retours à Pau si tu veux pas, t'es libre. Donc je vais déménager là-bas. Et je vais continuer à vivre ma vie.
et elle est rentrée à Pau courant septembre 2020. Elle s'est réinstallée à Pau, elle a recommencé toute sa vie une deuxième fois. Et là, décembre 2020, plus de nouvelles. Elle ne réapparaît qu'en mars-avril 2021 pour me dire j'ai fait une connerie, j'ai été très malade, j'ai voulu me foutre en l'air. Elle avait vraiment touché le fond. Alors, le point, je dirais, principal de tout ça, c'était Christophe, mais c'était aussi tout l'impact qu'il avait eu dans sa vie, finalement, avec ses allées-venues, le fait qu'elle se retrouve à Pau, qu'elle ait à redémarrer toute sa vie, à la fois aussi personnelle, mais professionnelle, mine de rien. Et donc, voilà, elle nous a assuré que c'était terminé avec lui, mais sans jamais mentionner une emprise psychologique ou une manipulation ou ni même des violences physiques. On n'en était pas du tout à ce stade-là et moi-même était loin de m'imaginer l'emprise qu'en fait Christophe avait sur elle. Mais voilà, le problème c'est que Christophe a été là à la sortie de son hospitalisation pour la ramener chez elle. Il s'était proposé. Et en fait, elle est retombée sous son emprise. Ils ont redécidé de se donner une chance, mais on recommençait sur des choses qui n'avaient déjà pas fonctionné plusieurs fois de suite. Donc moi j'ai pas compris, je lui ai dit de nouveau, je lui ai dit écoute, je comprends pas ce que tu fais, mais voilà, t'es grande, t'as plutôt une bonne capacité d'analyse, donc je te fais confiance, mais je comprends pas. Enfin, on avait l'impression qu'elle était dépossédée pourtant des capacités intellectuelles qu'elle avait, mais dès qu'on parlait de Christophe, plus rien. Il y avait toujours quelque chose à dire de positif malgré tout le négatif. Concernant Christophe, elle est revenue avec la proposition de je choisis la maison et l'achète, qui veut des enfants, qui veut se marier. Quand je lui demande quelle est ta mission dans la vie, elle me dit c'est de te soutenir. Bon, il est d'un soutien physique, c'est sûr, d'un soutien moral. Maintenant, je laisse couler, en fait. Je crois que j'ai dépassé le stade de attendre, m'inquiéter, tout ça. Ils ont dû se remettre ensemble, histoire de 3-4 mois, et à l'été 2021, ça a été de nouveau terminé. Et là, étonnamment, elle avait un positionnement beaucoup plus tranché. Je la sentais beaucoup plus assurée de me dire, là, Laura, c'est fini et je m'y tiendrai. Donc, qu'est-ce qui avait changé entre-temps ? Peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle a compris les erreurs qu'elle avait pu faire en essayant de lui redonner systématiquement une chance. Je sais pas trop, toujours est-il que voilà, ça a été terminé. Voilà, elle avait retrouvé un souffle de vie, elle était transformée. Bon, déjà, physiquement, elle était transformée parce qu'elle s'était coupé les cheveux très courts, chose qu'elle avait jamais faite. Moi, je l'avais toujours connue avec les cheveux très longs. Là, c'était plus du tout Sophia. Enfin, elle avait complètement changé. On avait l'impression qu'elle écrivait enfin sa propre histoire, qu'elle avait tourné la page et que c'était un nouveau chapitre. Et je pense qu'il espérait qu'elle revienne, puisqu'elle était toujours revenue finalement. Donc, il commençait, voilà, l'envoi de fleurs, les messages. On est fait pour être ensemble, je suis désolée, voilà, bon. Et elle tenait bon. Et elle s'était inscrite, du coup, sur un site de rencontre, sûrement pour lui montrer aussi que de son côté, c'était ferme et définitif et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Et on va dire que c'est aux alentours de fin août, début septembre, qu'il a commencé à lui envoyer des messages de plus en plus agressifs, lui disant, voilà... t'as fait foirer ma vie, t'es qu'une salope, etc. Enfin, un florilège d'insultes. Elle était coupable de tout, du fait que la relation est ratée, que c'était son comportement qui posait problème, etc. Et ce qui était très bien à ce moment-là avec Sophia, c'est qu'elle ne répondait pas. Alors oui, ça lui a donné vraiment le sentiment qu'il fallait qu'il passe à des choses peut-être beaucoup plus percutantes. Donc il a commencé du harcèlement téléphonique, du harcèlement par les réseaux sociaux, chaque jour avec des numéros différents. Il m'appelle 60 fois par jour avec des numéros que je connais pas. C'est un vrai 06 ou un 07 ou un 05. Enfin, ma merde, j'ai besoin de mon téléphone, quoi. Et je peux pas le changer. J'ai même pensé à changer le numéro, mais le souci, c'est que j'ai trop de gens qui connaissent son numéro. C'est chiant, quoi.
Ça pouvait être du fixe, du portable, c'était systématique. Et en plus, c'était pas forcément pour lui dire reviens avec moi, c'était de nouveau pour des insultes, enfin bon. Et là où il y a eu le vrai tournant de tout ça et qu'on a compris que bon, il était déterminé de la pire des manières, c'est qu'elle l'a vu à plusieurs reprises courant du mois d'octobre dans son quartier. Apparemment, il la suivait, ou en tout cas, il espérait à un moment avoir une confrontation, je dirais, avec elle. Et c'est là où elle a commencé à avoir peur. Comme elle l'avait toujours qualifié de quelqu'un d'un peu mou, un peu passif, parce que quand je lui disais, mais tu penses qu'il pourrait vraiment t'arriver quelque chose, enfin, qu'il pourrait, je sais pas, devenir violent envers toi, etc. Elle était là, non, mais de toute façon, enfin, il a pas de couilles. Et donc moi, ça m'avait plutôt rassurée parce que je m'étais dit, bon, bah, je pense que ça va se tasser. Et quand elle a commencé à me dire qu'elle le voyait, qu'elle avait le sentiment d'être suivie, etc., je me suis dit, ça, c'est pas bon. Donc, 21 octobre 2021, elle décide de porter plainte. Et ben moi, je me prépare à laisser les flics parce que Christophe, j'en peux plus. C'est de l'harcèlement continu, quoi. Je voulais pas y aller jusqu'à là, mais il est con et me pousse à faire ça. J'en peux plus, Laura. Vraiment, je touche le fond, je crois, parce que je crois que tous les jours, je chiale. Je crois que ça m'est jamais arrivé, en fait, de chialer tous les jours. Figure-toi, j'ai passé 2h30 chez le flic pour qu'il me dise de revenir ce matin à 8h. Et la queue, enfin avec ce putain de Covid, tu peux pas rentrer, on fait la queue de l'extérieur à l'intérieur. J'ai payé le parking, je me suis fait chier à attendre 2h30 pour qu'il me dise tout simplement « Ouais, vous voyez, on a trop de monde, on va pas le faire maintenant. » Et ce matin, quand je me suis levée, il pleut, il caille, enfin bref, je me suis dit « Ouais, bon, enfin, ça donne envie, hein. » Elle ne pourra pas déposer plainte et en fait on l'a renvoyée vers un numéro de violence conjugale qu'elle a appelé, mais concrètement ils lui disent d'attendre, donc elle ne retourne pas le lendemain au commissariat parce qu'elle est extrêmement déçue. Elle croyait au levier de la justice. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est quelqu'un qui remettait son sort entre les mains de la justice quand elle pensait qu'il y avait une action qui pouvait être possible et qu'elle avait besoin de protection. Et il me pourrit la vie, Et ce qui me fait peur, que la dernière fois, il s'est pointé quand même chez moi, tu vois. Mais on n'est pas du tout protégé dans ce putain de pays, mais pas du tout, du tout. Bref. Donc le vendredi, fin de journée, c'est la dernière fois que je vais parler avec elle. Et elle me dit, Christophe est sur mon palier. Elle lui ouvre pas, il demande à échanger avec elle, etc. Elle attend qu'il parte, elle vérifie bien qu'il est bien parti avant d'aller à la porte. Et sur le palier, bouquet de fleurs, à nouveau, avec un mot. Ça disait notre relation, c'est comme ces fleurs qui seront jetées dans une benne à ordures, comme si rien n'avait jamais compté. Et Sophia étant Sophia, elle ne change rien à son programme et elle décide de sortir retrouver des copines dans le centre-ville de Pau, tout simplement. Elle va rentrer chez elle raccompagnée d'une amie et elle va se rendre compte que les lumières sont allumées au premier étage, donnant sur la route. Donc c'était toute la partie salon. Elle s'étonne, mais elle se dit, j'ai peut-être oublié d'éteindre en partant. Elle remonte toute seule, l'appartement est bien bouclé de l'extérieur, donc pas de problème. Et puis là, elle pénètre dans l'appartement et Christophe l'attend. Voilà. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 31 ans, je suis infirmière. J'étais la voisine tout d'abord et ensuite l'amie de Sophia. On est dans une petite copropriété de 4 appartements, donc un par étage. Donc moi, je suis au 2e et Sophia était au 1er étage. Ce fameux vendredi, vers 2h30 du matin, j'entends Sophia en train de crier contre quelqu'un. Mais je comprends pas exactement ce qu'elle dit et qu'est-ce qui se passe. Donc je décide de descendre au 1er étage, devant chez elle. Par sécurité, je prends le double de ses clés, je descends. Et à ce moment-là, en fait, en voulant écouter, je n'entends plus rien. Plus de bruit. Donc je sonne. Rien. Aucun bruit, aucun mouvement, rien.
j'entends du coup l'ascenseur qui descend. Donc je me dis, ah, il y a quelqu'un d'autre qui a entendu le bruit. Forcément, je me doutais que c'était mon voisin du 4e qui va descendre, qui était au courant aussi de sa relation avec Christophe. Et là, je comprends pas en fait, il s'arrête pas au premier, il descend jusqu'au 0. Je descends, lui il était dans la cour et il me dit non Gaël ne sort pas, il y a un corps, c'est peut-être Sophia, donc n'approche pas, va appeler les secours. Et du coup j'appelle le 18 en disant qu'il y a un corps dans notre cour quoi. Et là, je vois que c'est un homme, je le reconnais. C'est Christophe quoi, l'ex de Sophia. Premier réflexe, je lève la tête au niveau de son balcon de sa cuisine quoi, au premier étage. Et là, je vois une trace de sang au niveau du balcon. Et là, je me dis, oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis à ce moment-là, je vois du coup un couteau juste à côté du corps. À partir du moment où on a vu qu'il y avait un couteau, mon voisin du 4e qui était là avec moi décide d'appeler la police. Je regarde mon voisin en lui disant, écoute... faut qu'on aille voir, c'est pas normal, il y a un problème avec Sophia, faut qu'on monte chez elle. Et là, il me dit, non, Gaël, on peut pas. J'ai eu la police au téléphone et il faut qu'on attende qu'il soit là pour y aller. J'essaie de l'appeler avec mon portable sur son téléphone, donc je l'ai appelé, je crois, 3 ou 4 fois d'affilée. Et pas de réponse, quoi. Donc là, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut, en fait? À ce moment-là, le chien a commencé à aboyer. Or, elle aboyait que quand elle était toute seule. Donc là, je comprenais pas pourquoi elle aboyait si au final, elle était avec Sophia dans l'appartement. Je commence vraiment à paniquer et à me dire que là, il y a vraiment un gros problème. Au final, la police arrive, donc moi, j'avais du sang sur les mains, donc ils me demandent à qui est ce sang, d'où vient ce sang. Enfin, j'ai l'impression en fait déjà de me sentir agressée. Or en fait, c'est nous qui les avons appelés parce qu'il y avait eu un problème. Au final, ils commencent à me poser des questions sur la personne qui est allée par terre. Donc, vu que je l'ai reconnu, je commence à donner quelques détails et ce que je savais de lui. Et sauf que du coup, je leur dis qu'il y a un problème et que quoi qu'il arrive, maintenant, il faut qu'on monte. Ils me disent, non mais mademoiselle, en fait, là, vous répondez à nos questions et ensuite on ira. Voyant que de toute façon, ça avançait pas, je me suis dit, je vais répondre à leurs questions et on montera. Ils posent leurs questions, ensuite ils posent des questions à mon voisin, j'ai l'impression que ça n'avance jamais, la chienne aboie toujours, je fais que répéter qu'il y a un problème, qu'il faut monter. Ils disaient tout le temps, non mais de toute façon, celle qui l'a poussée, vu qu'il y avait du sang sur le balcon. Et je disais, mais je sais pas, elle doit faire 1m70, 1m75, elle fait 50 kilos. Donc comment elle pourrait pousser un mec qui fait 1m90 et 110 kilos? C'est pas possible. On monte au premier étage pour aller voir ce qui se passe. Donc 2 policiers montent avec moi parce qu'il fallait que je les accompagne. Ils essayent de mettre une clé dans la serrure. Ça marche pas, il doit y avoir une clé de l'autre côté. On peut pas ouvrir la porte. On décide de redescendre. Sauf que le temps passe et en fait, on fait toujours rien, quoi. Les pompiers, avec leur fameuse échelle, finissent par arriver. Donc on nous demande de sortir, de se mettre dans la rue. Les pompiers rentrent et on voit pas trop ce qui se passe. Et bien évidemment qu'on dit qu'on peut rien nous dire, sauf qu'à côté de ça, en fait, on entend plus ou moins tout ce qui se raconte, quoi. Tout d'un coup, mon voisin me regarde et me dit Gaël, est-ce que tu as entendu qu'au premier étage, c'est un bain de sang? Et il y en a un, quand il est sorti, qui a fait un signe de la main, genre en mode qu'on l'avait égorgé, quoi. Et je me dis que c'est pas possible, je suis dans un mauvais rêve et que je vais me réveiller, quoi. Voilà, au bout d'un certain temps, il commençait à faire jour, on me laisse enfin rentrer chez moi. 2 heures après, on ressonne à ma porte pour venir prendre ma déposition. Au final, j'apprends qu'il l'avait assassiné et qu'ensuite, soit il s'était suicidé ou qu'il avait essayé de partir, mais qu'en tout cas, qu'il avait laissé une lettre de 4 pages dans l'appartement, en fait, pour demander pardon et expliquer son acte. Donc, elle est décédée 1 heure après que j'ai appelé les secours.
Donc en fait, quand ils sont montés, elle rendait son dernier souffle, quoi. Donc s'ils étaient montés tout au début quand on est arrivé, il y a de fortes chances, oui, qu'on aurait pu la sauver. Et pour moi, en fait, il serait rentré quoi qu'il arrive, même une demi-heure avant, même s'il pouvait pas la sauver, en fait, pour moi, elle serait pas morte toute seule, quoi. Elle serait pas morte toute seule. Donc il y a des fois où j'ai l'impression que je réalise et tout d'un coup, je me mets à pleurer, je suis énervée, je suis en colère, et je me dis, non, c'est pas possible, elle va revenir. Pour moi, elle est pas morte, c'est pas possible que ça se soit passé. Il y a des fois, donc, forcément, où j'écoute les vocaux, là, où elle me raconte 2-3 conneries, ou sinon, je regarde les vidéos où elle était super heureuse, et je me dis, ouais, elle est toujours là, quoi. Elle est juste ailleurs. Sauf qu'elle reviendra pas. Горсть тепла после долгой зимы.